Il a gagné, on va dire qu'il... Alors voilà, je le disais, on commence avec cette information pour la suite de cette édition spéciale. 276 grands électeurs pour Donald Trump. Et donc c'est fait. En effet, oui, c'est fait. Donald Trump est président des États-Unis. Il revendiquait jusqu'à maintenant la victoire. C'est plus une question de revendication, c'est une question de chiffres et de faits. 276, il en fallait 270. Et donc regardez ce chiffre pour les démocrates et pour Kamala Harris. C'est majeur ce qui vient de se passer. Derrière ces chiffres, d'ailleurs, sans attendre d'écouter Donald Trump, réagissons. Ce chiffre vient de tomber, ça y est, c'est fait. Il est président des États-Unis, Donald Trump. On attend le mois de janvier pour l'investiture. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Dominique Régnier, bonjour et merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes bien sûr, je le disais, politologue, directeur général de la Fondapol. Votre réaction? Écoutez, moi je voudrais quand même souligner 3 bonnes nouvelles réelles qui sont d'une part que le pire que nous pouvions attendre, c'est un résultat indécidable. Oui. Qui nous aurait pris des semaines, des mois, avec des scènes peut-être de violence. C'était la pire des choses. Ça n'est pas le cas. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aux yeux du monde, cette fois-ci, il est montré que la démocratie, l'élection, ça marche. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de dysfonctionnement, de panne, même des espèces de coups de force, comme le 6 janvier 2021, mais ça marche. Et la troisième bonne nouvelle, je trouve, qui est peut-être la plus importante par les effets aux États-Unis, pour les supporters de Trump déçus en 2020, qui ont fait ce sale coup de force contre le Capitole en 2021, ils ont la démonstration qu'on y arrive, mais par les voies qui sont prévues. On y arrive en soutenant un candidat, en se mettant à voter, et on constate que l'on peut gagner. C'est pas sûr, mais on peut gagner. Je me permets juste de vous dire qu'il est passé à 279 et les grands électeurs, le temps que vous preniez la parole, puisque dans l'Alaska, c'est fait pour lui également, avec 3 grands électeurs supplémentaires. Pardonnez-moi. Non, je vous en prie. De toute façon, c'est dans la continuité du propos que je tenais. C'est vraiment très important, ça. Parce que nous pouvons... C'est pas la première fois aux États-Unis, je pensais à 2021 ici au Capitole, mais antérieurement dans des élections présidentielle américaine, il y a eu des situations de grande confusion, au fond. Bon, pour toute une série de raisons, on ne va pas revenir là-dessus. Là, c'est une grande clarté. Et encore une fois, c'est aux yeux du monde. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas, quels que soient les sentiments que l'on peut avoir, éventuellement même les préférences, même quand on n'est pas électeur, que l'on peut avoir dans cette affaire, il ne faut pas oublier de souligner et de répéter cette dimension. Parce que, d'une certaine façon, l'élection américaine, en tout cas pour ma part, c'était le grand test qui venait terminer une année électorale record. Jamais on n'a autant voté dans l'histoire de la démocratie que cette année en 2024. Le dernier grand scrutin, c'était celui-là. Et au fond, nous aurions pu avoir un scrutin catastrophique qui aurait donné le sentiment que décidément, la démonstration est faite, ça ne marche pas bien ou ça ne marche pas. Non, ça marche très bien. Mais c'est à double tranchant ce que vous dites, Dominique Régnier, quand même, parce que c'est un démocrate. C'est une démocratie qui fonctionne, mais c'est le candidat préféré des non-démocrates à travers le monde. Alors, je voudrais qu'on continue de réagir, pardonnez-moi, sur ce chiffre, parce qu'on vient d'acter. On vient d'acter ensemble en direct, Donald Trump est élu. C'est pas rien, on peut le dire maintenant, Donald Trump est élu président des États-Unis. 11h30, Nicole Bacharan. On disait ces dernières heures, ce sera extrêmement serré, on ira vers des décomptes, il y aura même des négociations en pagaille. On se disait ça peut durer plusieurs jours. 11h30, heure française, oui, c'est plié. Il est élu 279 grands électeurs. Comment on explique ça ? C'est une vraie victoire, imparable, indiscutable. Et ce qu'on constate, c'est que la peur des violences, finalement, elle venait éventuellement de républicains déçus, et non l'inverse. Les démocrates, ils sont allés se coucher en pleurant, mais il ne va pas y avoir de révolte populaire. Et on entre vraiment dans l'ère de Trump, avec des choses qui sont peut-être pas mauvaises, et d'autres qui sont assez effrayantes, parce qu'il va réécrire l'histoire complètement. J'ai gagné en 2016, ce qui est vrai. J'ai gagné en 2020, ce qui est faux. Je gagne en 2024. Donc, dans son récit, il sera le seul président américain à avoir gagné 3 élections. Et les émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021 étaient des patriotes qu'il a l'intention de gracier et de sortir de prison. Et Dominique Régnier, est-ce qu'il faut s'attendre à un Donald Trump plus rude que jamais, oui ou non? Les mains totalement déliées, totalement décomplexées, fort de son congrès, de la Chambre des représentants, du nombre de grands électeurs et d'un camp démocrate qui semble avoir déjà plié un peu bagage. Et de la Cour suprême. Et de la Cour suprême.
Ce matin, j'ai attrapé au vol, mais je le dis sous le contrôle de toute personne présente ici. Je pense que c'est une citation authentifiée, c'était dans le New York Times, mais qui disait que Trump avait déclaré, je crois, dans la nuit, qu'il a remercié les Américains pour un powerful mandate, un mandat puissant. Donc là, et c'est ce qui se passe là en ce moment. Au fond, ça peut donner le sentiment que Donald Trump va interpréter cette victoire très large, pour partie inattendue ou pour certains inattendus, et en faire un plein usage. Ça, c'est une espèce d'élan auquel on peut s'attendre. Moi, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, je ne suis pas un spécialiste du Trumpisme non plus. Donc, bon, nous allons voir ce qui se passe. Mais il est certain qu'il y a une série d'éléments qui nous amènent à penser que non seulement, comme je l'ai entendu ce matin, y compris sur votre plateau, Amélie, il faut reconnaître ce résultat. C'est quand même la moindre des choses que de reconnaître un résultat électoral, puisque le problème jusqu'ici, c'est qu'on ne les reconnaissait pas, ou qu'on avait tendance à ne pas les reconnaître, notamment aux États-Unis, mais que c'est aussi un résultat dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'on va attendre de Donald Trump qu'il agisse conformément à ce que ses électeurs ont voulu faire en votant pour lui. Et moi, j'ai pris comme ça, un peu à la volée, une série de thèmes qui sont frappants sur l'immigration, sur ce qu'on va appeler, pour aller vite, c'est toujours un peu ridicule de dire comme ça, mais c'est commode et c'est clair, le wokisme, avec en particulier le soutien de Joe Rogan, qui va peut-être jouer un rôle aussi dans cette affaire, sur ce que les Américains très vindicatifs appellent le socialisme de Kamala Harris, c'est-à-dire à la fois l'assistance et la redistribution, sur l'étatisme, le fameux débat sur la centralisation, le pouvoir fédéral et les États fédérés, sur l'écologie. Parce que la candidate de l'écologie, ce n'était pas un sujet majeur dans le débat, mais c'était plutôt Kamala Harris. Et l'écologie, ça veut dire que je préfère sauver l'économie au climat, et je préfère sauver mon pays à la planète. Et donc là, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aux États-Unis. Et si Trump, c'est ce qu'il va faire probablement, je l'imagine, va dans ce sens-là, l'impact sur tous les pays du monde sur ces sujets-là pourrait être un effet de répétition ou de réplique, si vous voulez, que ce soit sur l'immigration, sur le wokisme, sur, entre guillemets, le socialisme, sur l'écologie. Voilà. Il y a quand même là un tournant sur les thématiques qui vont irriguer désormais, que c'était déjà un peu fait. Vous avez noté que pour l'Europe, des félicitations sont arrivées d'un peu partout, mais que un des plus rapides a été le chef de l'État de Hongrie, Viktor Orban, voilà, qui par ailleurs achève la présidence de l'Union européenne. Donc il y a un mouvement qui va avoir lieu maintenant dans ce sens-là. C'est une espèce, moi je vais appeler ça, si vous me permettez, d'une formule. Il y a une réaction qui se produit là, qui va se produire ailleurs, c'est une réaction au sens de réactionnaire. C'est neutre dans mon esprit, c'est-à-dire on veut revenir en arrière. C'est une réaction démocratique, parce que c'est du vote qui fait ça. Pardonnez-moi, on va prendre la direction du terrain, puisqu'on est en mesure de dire maintenant sur LCI que Donald Trump n'est plus dans la revendication, il est élu président des États-Unis. Oui, il va retourner pour un second mandat à la Maison-Blanche, et non seulement il va retourner à la Maison-Blanche, mais avec le Congrès, avec certainement la totalité, enfin la majorité à la Chambre des représentants, c'est pas rien. Magali Barthez, vous êtes sur le terrain et vous avez suivi jusqu'à la dernière seconde les pas de Donald Trump dans cette campagne. Comment réagit-on, comment le vit-on ? Alors on le vit ici comme une jubilation du côté des partisans de Donald Trump, du côté de cette Floride qui a largement mis Donald Trump devant Kamala Harris aujourd'hui. C'est une jubilation. Nous reprenons notre pays en main. Voilà ce qu'on a beaucoup entendu dans la bouche des partisans de Donald Trump qui étaient rassemblés dans ce centre de convention pour écouter leur champion. Donald Trump qui a maintenant rejoint Mar-a-Lago, son club privé. C'est là certainement qu'il va commencer à envisager la suite. Parce que vous savez qu'il a promis aujourd'hui aux Américains un nouvel âge d'or économique, la fermeture des frontières aussi. On sait à quel point c'est un sujet qui a été absolument capital dans cette campagne. Et bien maintenant, il va falloir commencer à préparer cette nouvelle politique. Donald Trump va ouvrir cette période de transition jusqu'au 20 janvier, jusqu'à l'investiture, au moment où Joe Biden lui redonne
redonnera donc les clés de la Maison-Blanche. Ce Joe Biden qu'il avait chassé il y a 4 ans, c'est une véritable revanche que prend le candidat républicain aujourd'hui. La revanche après un comeback totalement inédit dans l'histoire politique américaine. Merci Magali Berthez. Merci infiniment également à Julie Janus sur le terrain avec vous. Alors Anne Désine, est-ce que vous pouviez imaginer un instant il y a quelques heures pouvoir dire sur LCI à 11h44, oui, Donald Trump est élu président? Pas si vite, c'est clair. Mais je suis d'accord avec les bonnes nouvelles. Au moins, nous échappons à ces contentieux qui pouvaient mener à une crise constitutionnelle et peut-être à une guerre civile. Parce que moi, mon pire scénario, c'était une affaire qui finit devant la Cour suprême, le même type de décision qu'en 2000, sauf que il fallait craindre que l'opinion démocrate n'accepte pas ce type de décision. Donc, quelque part, nous avons Trump. J'ai un peu de peine pour ceux qui ont voté pour lui, qui n'ont pas bien compris que les droits de douane, ça va vouloir dire une augmentation du coût de la vie de 3 500 $. C'est l'estimation de la plupart des centres économiques. Et tout un tas d'autres choses. Ces femmes qui se sont dit « il n'est pas si dangereux ». Gallagher, tout à l'heure, pensait à toutes ces catégories qui vont trinquer. Et c'est vrai que c'est à eux, à elles, que je pense maintenant, parce que ce programme d'expulsion des immigrés, ce programme de droits de douane, et puis ce programme d'expansion du pouvoir présidentiel, je veux dire, l'environnement, c'est le pire. Là, en Californie, en ce moment, la Californie a des règles de lutte contre le réchauffement climatique, pour faire simple, qui sont très strictes, et elle bénéficie d'une exemption de l'Agence de protection du climat pour que d'autres États puissent suivre ces règles si strictes. Depuis 6 mois, la Californie se préparait au pire, à juste titre, et donc essayer de voir comment elle pourrait continuer ses politiques extrêmement agressive, donc relativement efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans un contexte Trump. J'espère que leurs préparatifs sont au point, parce que Trump va sans doute ressortir de l'accord climat. Et vu les décisions, Nicole est alliée avec moi pour rappeler le rôle de la Cour suprême, vu les décisions récentes de la Cour suprême qui a privé de pouvoir l'agence de protection, en disant non, vous ne pouvez pas réglementer là-dessus parce que c'est un trop grand changement, on va avoir de grandes difficultés aux États-Unis pour lutter. Même les entreprises qui ont compris que c'est nécessaire, les compagnies d'assurance qui ont compris que c'est nécessaire, ne pourront rien faire. Alors, je voudrais qu'on prenne un instant, dans quelques instants, pour partir en Ukraine. Parce que la déflagration, elle est planétaire. Mais Nicole Bacharan, est-ce qu'on aura le même Donald Trump à la Maison-Blanche que celui qui était à la Maison-Blanche en 2016 ? C'est vraiment une question que je me pose depuis son discours de triomphe. Qui est un triomphe ? Moi, je l'ai connu, ou au moins observé de près, Donald Trump, depuis ma jeunesse à New York dans les années 80. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une revanche à prendre. C'était un gosse du Queens qui voulait conquérir Manhattan. À Manhattan, il était méprisé par une certaine aristocratie new-yorkaise. Dans le monde politique, il était considéré comme une espèce d'ovni qui allait disparaître le plus rapidement possible. En 2016, il n'a pas gagné le vote populaire, donc on lui faisait sentir que c'était quand même pas tout à fait légitime. En 2020, il a malgré tout perdu. Il a dû partir. Et là, Magali parlait, mais très justement, de revanche. C'est une revanche totale. Sur tous les plans, il est au sommet. Il a 78 ans. On peut dire qu'il ne fera qu'un mandat cette fois. Il va peut-être pas essayer d'en avoir encore un autre. Donc, est-ce que ça peut l'apaiser un peu ? Est-ce que ça peut combler cette espèce de vide narcissique qui, me dit-on, du côté des psychiatres, vient d'un manque de reconnaissance du père ? Alors, on va le voir. Autre question un peu plus nombriliste, Dominique Régnier. On a vu avant même cette victoire maintenant factuelle, avant même la revendication des déclarations de Marion Maréchal, Zemmour, Ciotti, que dis-je, déclaration des félicitations, Jordan Bardella. Quel impact pour la France maintenant qu'il est élu, Donald Trump ? Si vous voulez, je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir dans le détail maintenant. Bien sûr, ce n'est pas le lieu, mais moi, je vois dans ce qui se passe et la manière dont ça se passe, en réalité, une réplique des élections européennes. C'est un mouvement historique qui a commencé il y a un moment. Pendant des années, les courants populistes allaient chercher aux États-Unis de l'inspiration. Ça, c'était il y a très longtemps, dans les années 70, 80, un peu au début des années 90, du côté du Parti républicain et de ses prolongements. Désormais, les mouvements sont inversés. Les mouvements se passent d'abord en Europe, puis aux États-Unis. C'est étonnant.
ça, je l'observe encore aujourd'hui tout particulièrement. Et si on regarde bien, on n'a pas fait, parce qu'on ne veut pas voir des résultats qui nous agacent ou qui nous déplaisent, mais si on regarde bien les élections européennes qui ont eu lieu les 6 et 9 juin 2024, elles annonçaient un mouvement de ce type. Ce n'est pas les mêmes électeurs, on se comprend en disant cela, mais c'est le même mouvement, c'est-à-dire un effondrement de l'écologisme électoral, un recul de la gauche, une victoire de la droite et une progression spectaculaire des populistes, toutes droites populistes confondues, comme jamais dans l'histoire du Parlement européen, plus qu'en 2019 où nous avions déjà battu des records. Donc si on ne tient pas compte de ça, parce qu'on ne sait pas le voir, parce qu'on ne veut pas le voir, il n'est pas surprenant, si je puis dire, qu'on soit surpris. Ensuite, c'est un mouvement peut-être occidental, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un peu rapide de dire qu'il y a un mouvement occidental, mais quelque chose se passe du côté de ces économies de pays développés qui ont fait la puissance des États et la richesse des sociétés, et qui aujourd'hui se demandent si ça va durer, en quelque sorte. Peut-être c'est une façon aussi de le présenter. Les Américains ont répondu aujourd'hui de manière très claire pour, au fond, défendre ce modèle qui est le leur, plutôt que de se préoccuper d'une planète ou d'une leçon de morale au monde entier. Enfin, il y a un phénomène de ce type qui se produit et qui a déjà été manifeste en Europe, qui sera, je pense aussi, moi, suivi de répercussions dans les pays d'Europe. Je le dis, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait aux Pays-Bas, c'est déjà fait en Autriche, c'est déjà fait en partie en Allemagne, en partie seulement. Et en France, on n'était pas très loin aux élections législatives. Donc, il ne faut pas, il faut pas détacher, je dirais, ce qui vient de se passer aux États-Unis de ce que nous avons vécu en Europe, peut-être avant eux. On a souvent dit, ce qui arrive aux États-Unis arrive en Europe ensuite. Là, c'est plutôt l'inverse. Et Jean-Éric Brana, la déflagration planétaire, donc, il est élu à nouveau, Donald Trump. Quid de l'Ukraine? Quid d'Israël? Je peux dire un petit mot là très rapide, juste très sur rapide. l'écologie. J'ai perdu le contrôle visiblement. C'est un dommage collatéral dans cette campagne parce qu'en réalité, ça n'a pas du tout n'a pas eu de place dans la campagne, et c'est vrai que maintenant on va avoir notamment des forages dans des terres protégées, et on pourrait développer, mais en réalité c'était pas un fait de campagne. Maintenant sur Ukraine et Israël, en effet, sur l'Ukraine et Israël, c'est vrai qu'on a un vrai changement de cap désormais. Donald Trump, c'est vis-à-vis du Proche-Orient, ça va être décomplexé, comme ça l'a été dans son premier mandat. C'est-à-dire qu'on donne les rênes à Netanyahou, qui est ravi de l'élection de Donald Trump, bien évidemment, sans se préoccuper des populations qu'il peut y avoir autour. Or, il y a aussi la Palestine et le Liban, et ces questions-là, notamment les questions humanitaires, qui étaient très importantes sous le mandat Biden, on devrait rapidement les faire passer à l'as. Alors il faut dépasser la loi qui s'impose à tous. La loi américaine dit qu'on ne peut pas fournir des armes à un pays qui ne respecte pas les populations civiles qui sont touchées par ces armes. Donc c'est un truc à dépasser, mais en réalité c'est aussi quelque chose de fort. Vis-à-vis de l'Iran aussi, puisque Donald Trump est sorti du JCPOA, c'est-à-dire de l'accord sur le... Merci beaucoup. Personne n'a dormi ici, alors on cherche un peu nos mots. Mais effectivement, c'est évident qu'il ne va pas essayer de renégocier quelque chose de ce côté-là. Donc on a un blanc-seing aussi vis-à-vis des Israéliens qui, au passage, s'ils se décidaient à attaquer l'Iran, seraient soutenus par Biden. Quant à l'Ukraine, en deux mots, vraiment, Trump, oui. On avait corrigé en raison de la mauvaise nuit. Je ne suis pas persuadé que le comportement des Américains vis-à-vis de l'Ukraine va changer, parce que les républicains au Congrès ont soutenu les efforts d'envoi d'armes à l'Ukraine. Je dois faire signe parce qu'on doit rappeler cette information et poursuivre. Il est élu président, Donald Trump, on l'a annoncé il y a quelques instants, c'est fait. Il est élu dès ce matin, l'ancien président 2016, il est de retour à la Maison-Blanche, 279 grands électeurs, oui, l'écart est là. Et il est fort et il est important avec Kamala Harris.